Cet automne-là, vers le milieu du mois d'octobre, Madame Clémence de Hongrie, la reine à la mauvaise fortune qui avait été la seconde épouse de Louis Hutin, mourut à 35 ans, en l'ancien hôtel du Temple, sa demeure. Elle laissait tant de dettes qu'une semaine après sa mort, tout ce qu'elle possédait, bagues, couronnes, joyaux, meubles, linge, orfèvrerie, jusqu'aux ustensiles de cuisine, fut mis aux enchères sur la demande des prêteurs italiens, les Bardi et les Tolomei. Le vieux Spinello Tolomei, traînant la jambe, poussant le ventre, un œil ouvert et l'autre clos, fut à cette vente où 6 orfèvres priseurs, commis par le roi, firent les estimations. Et tout fut dispersé de ce qui avait été donné à la reine Clémence en une année de précaire bonheur. 4 jours durant, on entendit les priseurs Simon de Cloquette, Jean Pascon, Pierre de Besançon et Jean de Lille crier « Un bon chapeau d'or auquel il y a 4 gros rubis balais, 4 grosses émeraudes, 16 petits balais, 16 petites émeraudes et 8 rubis d'Alexandrie prisés 600 livres, vendus au roi. Un doigt où il y a 4 saphirs, dont 3 carrés et un cabochon, prisés 40 livres, vendus au roi. Un doigt où il y a 6 rubis d'Orient, 3 émeraudes carrés et 3 diamants d'émeraude, prisés 200 livres, vendus au roi. Une écuelle de vermeil, 25 anappes, 2 plateaux, un bassin, prisé 200 livres, vendu à Monseigneur d'Artois, comte de Beaumont. 12 anappes en vermeil émaillé aux armes de France et de Hongrie, une grande salière en vermeil portée par 4 babouins, le tout pour 415 livres, vendu à Monseigneur d'Artois, comte de Beaumont. Une boursette brodée d'or, semée de perles et de doubles, et dedans la bourse il y a un saphir d'Orient, prisé 16 livres, vendu au roi. La compagnie des Bardi acheta la pièce la plus chère, une bague portant le plus gros rubis de Clémence de Hongrie et estimée 1000 livres. Ils n'avaient pas à la payer, puisque cela viendrait en diminution de leurs créances, et ils étaient sûrs de pouvoir la revendre au pape, lequel, autrefois leur débiteur, disposait maintenant d'une fabuleuse richesse. Robert d'Artois, comme pour prouver que les anappes et autres services à boire n'étaient pas son seul souci, acquit encore une Bible en français pour 30 livres. Les habits de chapelle, tuniques, dalmatiques, furent achetés par l'évêque de Chartres. Un orfèvre, Guillaume le Flamand, eut à bon compte le couvert en or de la reine défunte. Des chevaux de l'écurie on tira 692 livres. Le char de Madame Clémence et le char de ses demoiselles suivantes furent mis aussi à l'encan. Et quand tout fut enlevé de l'hôtel du Temple, on eut le sentiment de fermer une maison maudite. Et il semblait vraiment cette année-là que le passé s'éteignait, comme de lui-même, pour faire place nette au nouveau règne. L'évêque d'Arras, Thierry d'Hirson, chancelier de la comtesse Mao, mourut au mois de novembre. Il avait été pendant 30 ans le conseiller de la comtesse, un peu son amant aussi, et son serviteur en toutes ses intrigues. La solitude s'installait autour de Mao. Robert d'Artois fit nommer au diocèse d'Arras un ecclésiastique du parti valois, Pierre Roger. Tout était défavorable à Mao, tout se montrait favorable à Robert, dont le crédit ne cessait de grandir et qui accédait aux suprêmes honneurs. Au mois de janvier 1329, Philippe VI érigeait en pairie le comté de Beaumont-de-Roger. Robert devenait père du royaume. Le roi d'Angleterre tardant à rendre son hommage, on décida de saisir à nouveau le duché de Guyenne. Mais avant de mettre la menace à exécution armée, Robert d'Artois fut envoyé en Avignon pour obtenir l'intervention du pape Jean XXII. Robert passa au bord du Rhône 2 semaines enchanteresses, car Avignon, où tout l'or de la chrétienté affluait, était, pour qui aimait la table, le jeu et les belles courtisanes, une ville d'agrément sans égal, sous un pape octogénaire et ascète, retrait dans les problèmes d'administration financière, de politique et de théologie. Le nouveau pair de France eut plusieurs audiences du Saint-Père. Un festin fut donné en son honneur au château pontifical, et il s'entretint doctement avec nombre de cardinaux. Mais, fidèle au goût de sa tumultueuse jeunesse, il eut rapport aussi avec des gens de plus douteuse alloi. Où qu'il fût, Robert attirait à lui, et sans prendre aucune peine, la fille légère, le mauvais garçon, l'échappé de justice. N'eût-il existé dans la ville qu'un seul receleur, il le découvrait dans le quart d'heure. Le moine chassé de son ordre pour quelque gros scandale, le clerc accusé de larcin ou de faux serment piétinait dans son antichambre pour quêter son appui. Dans les rues,
il était souvent salué par des passants de basse mine, dont il cherchait vainement à se rappeler en quel bordel, de quelle ville il les avait autrefois rencontrés. Il inspirait confiance à la truanderie, c'était un fait, et qu'il fût à présent le second prince du royaume français n'y changeait rien. Son vieux valet Lormet, le Daulois, trop âgé à présent pour les longs voyages, ne l'accompagnait pas. Un gaillard plus jeune, mais formé à pareille école, Gilet de Nesle, emplissait le même rôle et se chargeait des mêmes besognes. Ce fut Gilet qui rabattit sur monseigneur Robert un certain Massiot l'Allemand, sergent d'armes sans emploi, mais prêt à tout faire, et qui était originaire d'Arras. Ce Massiot avait bien connu l'évêque Thierry d'Hirson. Or, l'évêque Thierry, en ces dernières années, avait une amie de cœur et de couche, une certaine Jeanne de Divion, de 20 bonnes années plus jeune que lui, et qui se plaignait assez haut maintenant des ennuis que lui causait la comtesse Mao, depuis la mort de l'évêque. Si monseigneur voulait entendre cette dame de Divion... Robert d'Artois constata une fois de plus qu'on s'instruit beaucoup auprès des gens de petite réputation. Certes, les mains du sergent Massiot n'étaient pas celles auxquelles on eût pu confier le plus sûrement sa bourse, mais l'homme savait de fort intéressantes choses. Vêtu de neuf et remonté d'un cheval bien gras, il fut expédié vers le nord. Rentré à Paris au mois de mars, Robert se frottait les mains et affirmait que du nouveau allait se produire en Artois. Il parlait d'actes royaux dérobés jadis par l'évêque Thierry pour le comte de Mao. Une femme au visage encapuchonné passa plusieurs fois à la porte de son cabinet et il eut avec elle de longues conférences secrètes. On le voyait de semaine en semaine plus confiant, plus joyeux et annonçant avec plus de certitude la prochaine confusion de ses ennemis. Au mois d'avril, la cour d'Angleterre, cédant aux recommandations du pape, envoya de nouveau à Paris l'évêque Orleton, avec une suite de 72 personnes, seigneurs, prélats, docteurs, clercs et valets, pour négocier la formule d'hommage. C'était un vrai traité qu'on se disposait à conclure. Les affaires d'Angleterre n'étaient pas au plus haut. Lord Mortimer n'avait guère accru son prestige, en se faisant conférer la pairie et en obligeant le Parlement à siéger sous la menace de ses troupes. Il avait dû réprimer une révolte armée des barons unis autour d'Henri de Lancastre au Torse-Col, et il éprouvait de grandes difficultés à gouverner. Au début de mai mourut le brave Gaucher de Châtillon, à l'entrée de sa 80e année. Il était né sous Saint-Louis et avait exercé 27 ans la charge de connétable. Sa rude voix avait souvent changé le sort des batailles et prévalu dans les conseils royaux. Le 26 mai, le jeune roi Édouard III, ayant dû emprunter, comme l'avait fait son père, 5000 livres au banquier Lombard, afin de couvrir les frais de son voyage, s'embarquait à Douvres pour venir prêter hommage à son cousin de France. Ni sa mère Isabelle, ni Lord Mortimer ne l'accompagnaient, craignant trop, s'il s'était absenté, que le pouvoir ne passât en d'autres mains. Un souverain de 16 ans, confié à la surveillance de 2 évêques, allait donc affronter la plus impressionnante cour du monde. Car l'Angleterre était faible, divisée, et la France était tout. Il n'était pas de nation plus puissante que celle-ci dans l'univers chrétien. Ce royaume prospère, nombreux en hommes, riche d'industrie, comblé par l'agriculture, mené par une administration encore compétente et par une noblesse encore active, semblait le plus enviable, et le roi trouvé qui le gouvernait depuis 1 an, ne récoltant que des succès, était bien le plus envié de tous les rois de la terre. Le géant au miroir. Il voulait se montrer, mais également se voir. Il voulait que sa belle épouse, la comtesse, que ses 3 fils, Jean, Jacques et Robert, dont l'aîné à 8 ans promettait déjà de devenir grand et fort. Il voulait que ses écuyers, les valets de chambre et tout son hôtel qu'il avait amené avec lui de Paris, le contemplassent bien dans l'éclat de sa splendeur. Mais il désirait aussi s'apparaître et s'admirer. À ce faire, il avait demandé tous les miroirs trouvables dans les bagages de son escorte. Miroirs d'argent poli, ronds comme des assiettes, miroirs à manches, miroirs de vitre sur feuilles d'étain, coupés à l'octogone dans un cadre de vermeil, et il les avait fait suspendre les uns auprès des autres à la tapisserie de la chambre qu'il occupait. L'évêque d'Amiens serait bien content lorsqu'il verrait son beau tapis à images lacéré par les clous qu'on avait plantés dedans. Mais qu'importait. Un prince de France pouvait se permettre cela. Monseigneur Robert d'Artois, seigneur de Conches et comte de Beaumont-le-Roger,
souhaitait se contempler dans son costume de père qu'il portait pour la première fois. Il tournait, virait, avançait de 2 pas, reculait, mais ne parvenait à saisir sa propre image que par fragments, comme les morceaux découpés d'un vitrail. À gauche, la garde d'or de la longue épée, et un peu plus haut à droite, un morceau de poitrine où, sur la côte de soie, étaient brodées ses armes. Ici, l'épaule à laquelle s'accrochait par un fermail étincelant le grand manteau de père, et près du sol, les franges de la longue tunique retroussée par les éperons d'or. Et puis, tout au sommet, la couronne de père à 8 fleurons égaux, monumentale, sur laquelle il avait fait sertir tous les rubis achetés à la vente de feu la reine Clémence. « Allons, je suis dignement vêtu, déclara-t-il. C'eût été pitié vraiment que je ne fusse pas père, car la robe m'en sied bien. » La comtesse de Beaumont elle-même, en tenue d'apparat, semblait ne partager qu'à demi l'orgueilleuse allégresse de son époux. « Êtes-vous sûr, Robert, demanda-t-elle d'une voix soucieuse, que cette dame arrive à temps? »« mais certes, répondit-il. Et si même elle n'arrive pas ce matin, je n'en vais pas moins clamer ma requête et je présenterai les pièces demain. » La seule gêne qu'éprouvait Robert en son beau costume lui venait d'avoir à le porter par la chaleur d'un été précoce. Il suait sous ce harnois d'or de velours et de soie épaisse, et bien qu'il se fût baigné le matin aux étuves, il commençait de répandre un fort parfum de fauve. Par la fenêtre, ouverte sur un ciel éclatant de lumière, on entendait les cloches de la cathédrale sonnant à la volée et dominant le bruit que peut faire dans une ville le train de 5 rois et de leur cour. Ce 6 juin de l'an 1329, en effet, 5 rois étaient présents à Amiens. De mémoire de chancelier, on ne se souvenait pas de pareille entrevue. Pour recevoir l'hommage de son jeune cousin d'Angleterre, Philippe VI avait tenu à inviter ses parents ou alliés, les rois de Navarre, de Bohême et de Majorque, ainsi que le comte de Hainaut, le duc d'Athènes et tous les pairs, ducs, comtes, évêques, barons et maréchaux. 6000 chevaux du côté français et 600 du côté anglais. Ah, Charles de Valois n'aurait pas désavoué son fils, ni son gendre Robert d'Artois, s'il avait pu voir cette assemblée. Le nouveau connétable, Raoul de Brienne, pour son entrée en fonction, avait eu la charge d'organiser le logement. Il s'en était tiré au mieux, mais il avait maigri de 5 livres. Le roi de France occupait avec sa famille le palais épiscopal, dont une aile avait été réservée à Robert d'Artois. Le roi d'Angleterre était installé à la même maison, les autres rois dans les maisons bourgeoises. Les serviteurs dormaient dans les couloirs, les écuyers campaient autour de la ville avec les chevaux et les trains de bagages. Une foule innombrable était venue de la province proche, des comtés voisins et même de Paris. Les badauds passaient les nuits sous les porches. Tandis que les chanceliers des 2 royaumes discutaient une dernière fois des termes de l'hommage, et pour tomber d'accord au bout de leurs palabres sur l'impossibilité d'arriver à rien de précis, toute la noblesse d'Occident depuis 6 jours s'amusait de joutes et de tournois, de spectacles joués, de jongleries, de danses, et festoyait en de fantastiques ripailles qui, servis dans les vergers des palais, commençaient au grand soleil pour s'achever aux étoiles. Des ortillonnages de lamiennois arrivaient par barques plates, poussées à la perche sur les étroits canaux, des monceaux d'iris, de renoncules, de jacinthes et de lys, qu'on déchargeait sur les quais du marché d'eau pour aller les répandre dans les rues, les cours et les salles où devaient passer les rois. La ville était saturée de parfums de toutes ces fleurs écrasées, de ce pollen qui collait aux semelles et qui se mêlait à la forte odeur des chevaux et de la foule. Et les vivres, et les vins, et les viandes, et les farines, et les épices. On poussait les troupeaux de bœufs, de moutons et de porcs vers les abattoirs, qui fonctionnaient en permanence. D'incessants charrois apportaient dans les cuisines des palais daims, cerfs, sangliers, chevreuils, lièvres et tous les poissons de la mer, les esturgeons, les saumons, les bars, et la pêche de rivière, les longs brochets, les brèmes, les tanches, les écrevisses, et toutes les volailles, les plus fins chapons, les plus grasses oies, les faisans aux couleurs vives, les cygnes, les hérons en leur blancheur, les paons osselés. Partout, les tonneaux étaient en Perse. Quiconque arborait la livrée d'un seigneur, fût-ce le dernier laquais, faisait l'important. Les filles étaient folles. Les marchands italiens étaient venus de toutes parts à cette foire fabuleuse qu'organisait le roi. Les façades d'Amiens disparaissaient sous les soieries, les brocarts, les tapis pendus aux fenêtres pour pavoiser. Il y avait trop de cloches, de fanfares et de cris, trop de palefrois et de chiens, trop de victuailles et de breuvages, trop de princes, trop de voleurs, trop de putains, trop de luxe et trop d'or, trop de rois.
La tête en éclatait. Le royaume se grisait, de se contempler en sa puissance, comme Robert d'Artois se grisait de lui-même devant ses miroirs. Lormet, son vieux serviteur, vêtu de neuf lui aussi, mais quand même bougon dans toute cette fête, pour peu de choses, parce que Gilet de Nesle prenait trop de place dans la maison, parce qu'on ne cessait de voir de nouveaux visages autour du maître, s'approcha de Robert et lui dit à mi-voix « La dame que vous attendez est là. » Le géant se retourna d'un bloc. « Conduis-la-moi » répondit-il. Il adressa un long clin d'œil à la comtesse sa femme, puis, à grands gestes, poussa son monde vers la porte en criant « Sortez tous ! Formez-vous en cortège dans la cour !» Il resta seul un moment, devant la fenêtre, regardant la foule massée aux abords de la cathédrale pour admirer les entrées et contenue avec peine par un cordon d'archers. Les cloches, là-haut, continuaient leur vacarme. Une odeur de gaufres chaudes montant d'un éventaire s'était mêlée à l'air brusquement. Les rues alentours étaient pleines, et l'on voyait à peine miroiter le canal du Hoquet tant les barques s'y touchaient. Robert d'Artois se sentait triomphant, et il le serait davantage encore tout à l'heure quand il s'avancerait vers son cousin Philippe dans la cathédrale et prononcerait certaines paroles qui ne manqueraient pas de faire trembler de surprise les rois, les ducs et barons assemblés. Et chacun ne s'en repartirait pas aussi joyeux qu'il était venu, à commencer par sa chère tante Mao et par le duc bourguignon. Ah, certes, Robert allait bien étrenner son costume de père. 20 ans et plus de lutte opiniâtre recevraient ce jour leur récompense. Et pourtant, dans cette grande joie orgueilleuse qu'il habitait, il reconnaissait comme une fissure, un regret. D'où ce sentiment pouvait-il lui venir, alors que tout lui souriait, que tout se conformait à ses souhaits? Soudain, il comprit. L'odeur des gaufres. Un pair de France, qui va réclamer le comté de ses pères, ne peut descendre dans la rue en couronne à 8 fleurons pour manger une gaufre. Un pair de France ne peut plus gueuser, se mêler à la multitude, pincer le sein des filles, et le soir brailler entre 4 ribaudes, comme il le faisait lorsqu'il était pauvre et qu'il avait 20 ans. Cette nostalgie le rassura. « Allons, se dit-il, le sang n'est pas encore éteint. » La visiteuse se tenait près de la porte, intimidée, et n'osant troubler les méditations d'un seigneur coiffé d'une aussi grosse couronne. C'était une femme d'environ 35 ans, à visage triangulaire et pommettes pointues. Le chaperon rabattu d'une cape de voyage cachait à demi ses cheveux nattés, et sa respiration soulevait sa poitrine, fort ronde et pleine, sous la guimpe de lin blanc. Matin! Il ne s'ennuyait pas, l'évêque, pensa Robert quand il s'aperçut de sa présence. Elle fléchit un genou dans un geste de révérence. Il étendit sa large main gantée et chargée de rubis. « Donnez !» fit-il. « Je ne les ai point, monseigneur, » répondit la femme. Le visage de Robert changea d'expression. « Comment? Vous n'avez point les pièces ?» s'écria-t-il. « Vous m'aviez assuré que vous me les porteriez aujourd'hui. »« J'arrive du château d'Hirson, monseigneur, où je me suis introduite le jour d'hier en compagnie du sergent Massiot. Nous sommes allés au coffre de fer scellé, dans le mur, pour l'ouvrir avec les fausses clés. Et alors? Il avait déjà été visité. Nous l'avons trouvé vide. Fort bien, belle nouvelle, dit Robert, dont les joues pâlirent un peu. Voilà un grand mois que vous me lanternez. Monseigneur, je puis vous remettre les actes qui vous rendront la possession de votre comté. Je sais où ils sont mûchés. Donnez-moi une terre et des revenus. Je vous les porterai la semaine prochaine. Et puis la semaine passe, une autre encore. Les Hirsons se tiennent au château, je ne puis y paraître quand ils sont là. À présent j'y suis allé, monseigneur, mais la clé que j'avais n'était point la bonne, patientez un peu, et le jour enfin que je dois présenter les 2 pièces au roi. Les 3, monseigneur. Le traité de mariage du comte Philippe, votre père, la lettre du comte Robert, votre grand-père, et celle de monseigneur Thierry. Mieux encore, les 3. Vous arrivez pour me dire tout niaisement, je ne les ai point, le coffre est vide. Et vous pensez que je vais vous croire? Mais demandez au sergent Massiot, qui m'accompagnait. Ne voyez-vous pas, monseigneur, que j'en ai encore plus grand méchef que vous? Un méchant soupçon passa dans le regard de Robert d'Artois, qui, changeant de ton, demanda « Dis-moi, Ladivion, ne serais-tu pas en train de me truffer? Cherches-tu à me soutirer davantage, ou bien m'aurais-tu trahi pour Mao? » Monseigneur, qu'allez-vous imaginer? S'écria la femme au bord des larmes. Quand toute la peine et le dénuement où je suis me viennent de la comtesse Mao, qui m'a volé de tout ce que mon cher seigneur Thierry m'avait laissé par testament.
Ah, je lui souhaite bien autant de mal que vous pouvez le faire à Madame Mao. Pensez, monseigneur. 12 ans, je fus la bonne amie de Thierry, à cause de quoi beaucoup de gens me montraient du doigt. Pourtant, un évêque, c'est un homme tout pareillement aux autres. Mais les gens ont de la méchanceté. La Divion recommençait son histoire que Robert avait déjà entendue au moins 3 fois. Elle parlait vite, sous des sourcils horizontaux. Son regard semblait tourner en dedans, comme chez les êtres qui ruminent sans cesse leurs propres affaires et ne sont attentifs à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Forcément, elle ne pouvait rien espérer de son mari, dont elle s'était séparée pour vivre dans la maison de l'évêque Thierry. Elle reconnaissait que son mari s'était montré plutôt accommodant, peut-être parce qu'il avait, lui, cessé de bonne heure d'être un homme. Monseigneur comprenait ce qu'elle voulait dire. C'était pour la mettre à l'abri du besoin, en remerciement de toutes les bonnes années qu'il lui avait données, que l'évêque Thierry l'avait inscrite sur son testament pour plusieurs maisons, sommes en or et revenus. Mais il se méfiait de Madame Mao, qu'il était obligé de nommer exécutrice testamentaire. Elle m'a toujours vu de mauvais œil, à cause de ce que j'étais plus jeune qu'elle, et qu'autrefois Thierry, c'est lui-même qui me l'a confié, avait dû passer par sa couche. Il savait bien qu'elle me jouerait méchamment quand il ne serait plus là, et que tous les Hirsons qui sont contre moi, à commencer par la Béatrice, la plus mauvaise, qui est demoiselle de parage de Mao, s'arrangeraient pour me chasser de la maison et me priver de tout. Robert n'écoutait plus l'intarissable bavarde. Il avait posé sur un coffre sa lourde couronne et réfléchissait en frottant ses cheveux roux. Sa belle machination s'écroulait. « La plus petite pièce probante, mon frère, et j'autorise aussitôt l'appel des jugements de 1309 et 1318, lui avait dit Philippe VI. Mais comprends que je ne puis faire à moins quelque volonté que j'ai de te servir, sans me déjuger devant Eudes de Bourgogne, avec les conséquences que tu devines. Or, ce n'était pas une petite pièce, mais des pièces massues, les actes mêmes que Mao avait fait disparaître afin de capter l'héritage d'Artois qu'il s'était targué de fournir. « Et dans quelques minutes, dit-il, je dois être à la cathédrale pour l'hommage. »« Quel hommage ?» demanda la Divion. « Celui du roi d'Angleterre, voyons !»« Ah, c'est donc cela qu'il y a si grande presse dans la ville, et que je ne pouvais avancer. » Elle ne voyait donc rien, cette sotte, tout occupée à remâcher ses infortunes personnelles. Elle ne se rendait compte ni ne s'informait de rien. Robert se demanda s'il n'avait pas été bien léger en accordant crédit au dire de cette femme, et si les pièces, le coffre d'Hirson, la confession de l'évêque avaient jamais existé autrement qu'en imagination. Et Massiot, l'Allemand, était-il dupe lui aussi, ou bien de connivence? « Dites-le vrai, la femme. Jamais vous n'avez vu ces lettres. »« Mais si, monseigneur, s'écria la Divion, pressant des 2 mains ses pommettes pointues. C'était au château d'Hirson le jour que Thierry se sentit malade, avant de se faire transporter en son hôtel d'Arras. Ma Jeannette, je veux te prémunir contre Madame Mao. Comme je m'en suis prémuni moi-même, il m'a dit. Les lettres scellées qu'elle a fait retraire des registres pour dérober monseigneur Robert, elle les croit toutes brûlées. Mais ce sont celles des registres de Paris qui sont allées au feu devant elle. Les copies gardées au registre d'Artois, ce sont les paroles de Thierry, monseigneur. Je lui ai assuré les avoir fait ardoir, mais je les ai conservées ici, et j'y ai joint une lettre de moi. Et Thierry m'a conduite au coffre, caché dans un creux du mur de son cabinet. Il m'a fait lire les feuilles toutes chargées de sceaux, que même je n'en pouvais croire mes yeux, ni que pareille vilainie fût possible. Il y avait aussi 800 livres en or dans le coffre, et il m'a remis la clé au cas qu'il lui survint malheur. Et lorsque vous êtes allé pour la première fois à Hirson, j'avais confondu la clé avec une autre. Je l'ai perdue, c'est sûr. Vraiment, la calamité s'acharne sur moi. Quand tout commence d'aller mal. Et brouillonne en plus. Elle devait dire la vérité. On ne s'invente pas aussi bête lorsqu'on veut tromper. Robert l'aurait volontiers étranglé si cela avait pu servir à quelque chose. « Ma visite a dû donner l'éveil, » ajouta-t-elle. « On a découvert le coffre et forcé les verrous. C'est la Béatrice, à coup sûr. » La porte s'entr'ouvrit, et Lormet passa la tête. Robert le renvoya d'un geste de la main. « Mais après tout, monseigneur, » reprit Jeanne de Divion, comme si elle cherchait à racheter sa faute, « ces lettres, on pourrait aisément les refaire, ne croyez-vous pas ?»« Les refaire ?»« Dame, puisqu'on sait ce qu'il y a dedans, moi je le sais bien, je puis vous répéter presque parole pour parole la lettre de monseigneur Thierry. » Le regard absent, l'index tendu pour ponctuer les phrases, elle commença de réciter. « Je me sens grandement coupable de ce que j'ai tant cette chose scellée
que les droits de la comté d'Artois appartiennent à monseigneur Robert, par les convenances qui furent faites au mariage de monseigneur Philippe d'Artois et de madame Blanche de Bretagne, convenances établies en double paire de lettres scellées, desquelles lettres, j'en ai une, et l'autre fut retraite des registres de la cour par l'un de nos grands seigneurs. Et toujours j'ai eu vouloir qu'après la mort de madame la comtesse, à qui, pour complaire et sur les ordres de laquelle j'ai agi, si Dieu l'a rappelé avant moi, je rendrais au dit monseigneur Robert ce que je détenais. Là, Divion égarait ses clés, mais pouvait se souvenir d'un texte qu'elle avait lu une fois. Il y a des cervelles construites de la sorte. Et elle proposait à Robert, comme chose la plus naturelle au monde, de faire des faux. Elle n'avait visiblement aucun sens du bien et du mal, n'établissait aucune distinction entre le moral et l'immoral, l'autorisé et l'interdit. Était moral ce qui lui convenait. En 42 ans de vie, Robert avait commis presque tous les péchés possibles. Il avait tué, menti, dénoncé, pillé, violé. Mais user de faux en écriture, cela ne lui était pas encore arrivé. Il y a aussi l'ancien bailli de Béthune, Guillaume de la Planche, qui doit se souvenir et pourrait nous aider, car il était clerc chez monseigneur Thierry en ce temps-là. « Où est-il, cet ancien bailli » demanda Robert. « En prison ?» Robert haussa les épaules. De mieux en mieux. « Ah, il avait commis une erreur. Ah, se trop presser. Il aurait dû attendre de tenir les documents, et non pas se contenter de promesses. Mais aussi, il y avait cette occasion de l'hommage que le roi lui-même lui avait conseillé de saisir. » Le vieux Lormet de nouveau passa la tête par l'entrebâillement de la porte. « Oui, je sais !» lui cria Robert avec impatience. « Il y a juste la place à traverser. »« C'est que le roi s'apprête à descendre, » dit Lormet d'un ton de reproche. « Bon, je viens. » Le roi, après tout, n'était que son beau-frère, et roi parce que lui, Robert, avait fait le nécessaire. Dans cette chaleur, il se sentait ruisseler sous son manteau de père. Il s'approcha de la fenêtre, regarda la cathédrale aux 2 tours inégales et ajourées. Le soleil frappait de biais la grande rosace de vitraux, les cloches continuaient de sonner, couvrant les rumeurs de la foule. Le duc de Bretagne, suivi de son escorte, montait les marches du porche central. Ensuite, à 20 pas d'intervalle, s'avançait d'une démarche boiteuse le duc de Bourbon, la traîne de son manteau soulevé par 2 écuyers. Puis s'approchait le cortège de Mao d'Artois. Elle pouvait avoir le pas ferme aujourd'hui, la dame Mao. Plus haute que la plupart des hommes et le visage fort rouge, elle saluait le peuple, de petites inclinations de tête d'un air impérial. C'était elle, la voleuse, la menteuse, l'empoisonneuse de rois, la criminelle qui soustrayait les actes scellés aux registres royaux, si près de la confondre, de remporter sur elle enfin la victoire à laquelle il travaille depuis 20 ans. Robert allait-il être forcé de renoncer? Et pourquoi? Pour une clé égarée par une concubine d'évêque? Est-ce que, contre les méchants, il ne convient pas d'user des mêmes méchancetés? Doit-on se montrer si regardant sur le choix des procédés quand il s'agit de faire triompher le bon droit? À y bien penser, si Mao avait en sa possession les pièces retrouvées dans le coffre forcé du château d'Hirson, et à supposer qu'elle ne les eût pas immédiatement détruites, comme tout portait à le croire, elle était bien empêchée de jamais les produire, ou de faire allusion à leur existence, puisque ces pièces constituaient la preuve de sa culpabilité. Elle serait bien prise, Mao, si on venait lui opposer des lettres toutes pareilles aux documents disparus. Que n'avait-il la journée devant lui pour pouvoir réfléchir, s'informer davantage? Il fallait qu'avant 1 heure, il eût décidé, et tout seul. « Je vous reverrai, la femme. Mais tenez-vous coite, dit-il. De fausses écritures, tout de même. C'était gros risque. Il reprit sa monumentale couronne, s'en coiffa, jeta un regard au miroir qui lui renvoyèrent son image éclatée en 30 morceaux. Puis, il partit pour la cathédrale. L'hommage et le parjure. Fils de roi ne saurait s'agenouiller devant fils de comte. Cette formule, c'était un souverain de 16 ans qui, tout seul, l'avait trouvée et imposée à ses conseillers pour qu'eux-mêmes l'imposassent aux légistes de France. « Voyons, monseigneur Orleton, » avait dit le jeune Édouard III en arrivant à Amiens. « L'an passé, vous étiez ici pour soutenir que j'avais plus de droit au trône de France que mon cousin Valois, et vous accepteriez à présent que je me jette à terre devant lui ?
Peut-être parce qu'il avait souffert pendant son enfance d'assister au désordre dû à l'indécision et à la faiblesse de son père, Édouard III, pour la première fois qu'il était livré à lui-même, voulait qu'on revînt à des principes clairs et sains. Et pendant ces 6 jours passés à Amiens, il avait tout fait remettre en cause. « Mais Lord Mortimer tient beaucoup à la paix avec la France, disait John Maltravers. « My Lord Sénéchal, l'interrompait Édouard, vous êtes ici pour me garder, je pense, non pour me commander. » Il éprouvait une aversion mal déguisée pour le baron à longue figure qui avait été le geôlier et bien certainement l'assassin d'Édouard II. D'avoir à subir la surveillance et même pour mieux dire l'espionnage de Maltravers, indisposait fort le jeune souverain, qui reprenait « Lord Mortimer est notre grand ami, mais il n'est pas le roi, et ce n'est point lui qui va rendre l'hommage. Et le comte de Lancastre qui préside au conseil de régence, et seul de ce fait peut prendre décision en mon nom, ne m'a point instruit avant mon départ de rendre indistinctement n'importe quelle sorte d'hommage. Je ne rendrai point l'hommage lige. » L'évêque de Lincoln, Henri de Burghesh, chancelier d'Angleterre, lui aussi du parti Mortimer, mais moins inféodé que ne l'était Maltravers, et de plus brillant esprit, ne pouvait, en dépit du tracas causé, qu'approuver ce souci du jeune roi, de défendre sa dignité, en même temps que les intérêts de son royaume. Car non seulement le mage lige obligeait le vassal à se présenter sans armes ni couronne, mais encore il impliquait, par le serment prononcé à genoux, que le vassal devenait par premier devoir l'homme de son suzerain. Par premier devoir, insistait Édouard. Ah donc, mes lords, qu'il survenait tandis que nous avons guerre en Écosse, que le roi de France me veuille requérir pour sa guerre à lui, en Flandre, en Lombardie ou ailleurs, je devrais tout quitter pour venir le joindre, faute de quoi il aurait droit de saisir mon duché, cela ne se peut. Un des barons de l'escorte, Lord Montagu, fut saisi d'une grande admiration pour un prince qui faisait montre d'une sagesse si précoce et d'une non moins précoce fermeté. Montagu avait 28 ans. « Je pense que nous allons avoir un bon roi, » déclarait-il. « J'ai plaisir à le servir. » Désormais, on le vit toujours auprès d'Édouard III, lui fournissant conseil et appui. Et finalement, le roi de 16 ans l'avait emporté. Les conseillers de Philippe de Valois, eux aussi, voulaient la paix et surtout qu'on en finît avec ces discussions. L'essentiel n'était-il pas que le roi d'Angleterre fût venu? On n'avait pas assemblé le royaume et la moitié de l'Europe pour que l'entrevue se soldât par un échec. « Soit qu'il rende l'hommage simple, » avait dit Philippe VI à son chancelier, comme s'il ne s'était agi que de régler une figure de danse ou une entrée en tournoi. « Je lui donne raison. À sa place, je ferai sans doute de même. » C'est pourquoi, dans la cathédrale emplie de seigneurs jusqu'au plus profond des chapelles latérales, Édouard III s'avançait à présent, l'épée au flanc, le manteau brodé de lions tombant à longs plis sur ses épaules et ses cils blonds baissés sous la couronne. L'émotion ajoutait à la pâleur habituelle de son visage. Son extrême jeunesse était plus frappante sous ses lourds ornements. Il y eut un moment où toutes les femmes dans l'assistance, le cœur étreint de tendresse, furent amoureuses de lui. 2 évêques et 10 barons le suivaient. Le roi de France, en manteau semé de lys, était assis dans le chœur, un peu plus haut que les autres rois, reines et princes souverains qui l'entouraient, et formait comme une pyramide de couronne. Il se leva, majestueux et courtois, pour accueillir son vassal, qui s'arrêta à 3 pas de lui. Un grand ray de soleil, traversant les vitraux, venait les toucher comme une épée céleste. Messire Mills de Noailles, chambellan, maître au Parlement et maître à la Chambre aux deniers, se détacha des pairs et grands officiers et se plaça entre les 2 souverains. C'était un homme d'une 60aine d'années au visage sérieux, et que ni son office ni ses vêtements d'apparat ne semblaient impressionner. D'une voix forte et bien posée, il dit « Sire Édouard, le roi notre maître et puissant seigneur n'entend point vous recevoir ici pour toutes les choses qu'il tient, et se doit de tenir en Gascogne et en Agenais comme les tenait et devait tenir le roi Charles IV, et qui ne sont point contenus dans l'hommage. » Alors Henri de Burghesh, chancelier d'Édouard, s'approcha pour faire pendant à Mills de Noailles et répondit « Sire Philippe, notre maître et seigneur le roi d'Angleterre, ou tout autre pour lui et par lui, n'entend renoncer à nul droit qu'il doit avoir en la duché de Guyenne et ses appartenances, et entend qu'aucun droit nouveau ne soit par cet hommage acquis au roi de France. »
Telles étaient les formules de compromis ambiguës à souhait sur lesquelles on s'était mis d'accord et qui, ne précisant rien, ne réglaient rien. Chaque mot comportait un sous-entendu. Du côté français, on voulait signifier que les terres de confins, saisies sous le règne précédent pendant la campagne commandée par Charles de Valois, resteraient directement rattachées à la couronne de France. Ce n'était que la confirmation d'un état de fait. Pour l'Angleterre, les termes « tout autre pour lui ou par lui » étaient une allusion à la minorité du roi et à l'existence du Conseil de Régence. Mais le « par lui » pouvait également concerner dans l'avenir les attributions du sénéchal en Guyenne, ou de tout autre lieutenant royal. Quant à l'expression « aucun droit nouveau », elle constituait un entérinement de droits acquis jusqu'à ce jour, c'est-à-dire y compris le traité de 1327. Mais ce n'était pas dit explicitement. Ces déclarations, comme celles généralement de tout traité de paix ou d'alliance depuis le début des âges et entre toutes nations, dépendaient entièrement pour leur application du bon ou du mauvais vouloir des gouvernements. Pour l'heure, la présence des deux princes face à face témoignait d'un désir réciproque de vivre en bonne harmonie. Le chancelier Burghersh déroula un parchemin où pendait le sceau d'Angleterre et lut au nom du vassal « Sire, je deviens votre homme de la duché de Guyenne et de ses appartenances que je clame tenir de vous comme duc de Guyenne et pair de France, selon la forme des paix faites entre vos devanciers et les nôtres, et selon ce que nous et nos ancêtres, rois d'Angleterre et ducs de Guyenne, avons fait pour la même duché envers vos devanciers, rois de France. » Et l'évêque tendit à Mills de Noailles la cédule qu'il venait de lire et dont la déclaration était fort écourtée par rapport à l'hommage-lige. Mills de Noailles dit alors en réponse « Sire, vous devenez homme du roi de France, mon seigneur, pour la duché de Guyenne et ses appartenances, que vous reconnaissez tenir de lui, comme duc de Guyenne et pair de France, selon la forme des paix faites entre les devanciers rois de France et les vôtres, et selon ce que vous et vos ancêtres rois d'Angleterre et ducs de Guyenne avez fait pour la même duché envers ses devanciers rois de France. » Tout cela pourrait fournir belle matière à procédure le jour qu'on cesserait d'être d'accord. Édouard III dit alors « En vérité, » Mills de Noailles confirma par ces mots, « le roi notre sire vous reçoit, sauve ses protestations et retenues dessus-dites. » Édouard franchit les 3 pas qui le séparaient de son suzerain, se déganta, remit ses gants à lord Montagu, et, tendant ses mains fines et blanches, les posa dans les larges paumes du roi de France. Puis, les 2 rois échangèrent un baiser de bouche. On s'aperçut alors que Philippe VI n'avait pas beaucoup à se pencher pour atteindre le visage de son jeune cousin. La différence entre eux était surtout de corpulence. Le roi d'Angleterre, qui avait encore à grandir, serait sûrement lui aussi de belle taille. Les cloches se remirent à sonner dans la plus haute tour, et chacun se sentait content. Pairs et dignitaires s'adressaient des hochements de tête satisfaits. Le roi Jean de Bohême, sa belle barbe châtaine étalée sur la poitrine, avait une attitude noblement rêveuse. Le comte Guillaume le Bon et son frère Jean de Hainaut échangeaient des sourires avec les seigneurs anglais. Une bonne chose, en vérité, se trouvait accomplie. Pourquoi se disputer, s'aigrir, se menacer, porter plainte devant les parlements, confisquer les fiefs, assiéger les villes, se battre méchamment, dépenser or, fatigue et sang de chevalier, quand avec un peu de bon vouloir, chacun mettant du sien, on pouvait si bien s'accorder. Le roi d'Angleterre avait pris place sur le trône préparé pour lui, un peu au-dessous de celui du roi de France. Il ne restait plus qu'à entendre messe. Pourtant, Philippe VI paraissait attendre quelque chose encore, et, tournant la tête vers ses pairs, cherchait du regard Robert d'Artois, dont la couronne dépassait de haut toutes les autres. Robert avait les yeux mi-clos. Il essuyait de son gant rouge la sueur qui lui coulait des tempes, encore qu'il fît dans la cathédrale une bienfaisante fraîcheur. Mais le cœur lui battait vite en cet instant. Et, n'ayant pas pris garde que son gant déteignait, il avait comme une traînée de sang sur la joue. Brusquement, il se leva de sa stalle. Sa décision était prise. « Sire !» s'écria-t-il en s'arrêtant devant le trône de Philippe. « Puisque tous vos vassaux sont ici assemblés !» Mills de Noailles et l'évêque Burghersh, quelques instants auparavant, avaient parlé à voix ferme et claire, audible dans tout l'édifice. Or, on eut l'impression, quand Robert ouvrit la bouche, que des oisillons avaient gazouillé avant lui.
« Et puisqu'à tous vous devez votre justice, continua-t-il, justice, je viens vous demander. Monseigneur de Beaumont, mon cousin, par qui vous a-t-il été fait tort demanda gravement Philippe VI. Il m'a été fait tort, sire, par votre vassal dame Mao de Bourgogne, qui tient indûment par cautèle et félonie les titres et possessions de la comté d'Artois, qui me reviennent par droit de mes pères. On entendit alors une voix presque aussi forte s'écrier. Allons, cela devait bien arriver. C'était Mao d'Artois qui venait de parler. Il y avait eu quelques mouvements de surprise dans l'assistance, mais non de stupeur. Robert agissait comme le comte de Flandre l'avait fait le jour du sacre. Il semblait que l'usage s'établit à présent, quand un père se jugeait lésé, qu'il exprima sa plainte en ces sortes d'occasions solennelles et avec visiblement l'accord préalable du roi. Le duc Eudes de Bourgogne interrogeait du regard sa sœur, la reine de France, laquelle lui répondait de même et par geste des mains ouvertes, pour lui faire comprendre qu'elle était la première étonnée, et ne se trouvait au courant de rien. « Mon cousin, dit Philippe, pouvez-vous produire pièces et témoignages pour certifier votre droit ? Je le puis, dit fermement Robert. Il ne le peut, il ment, s'écria Mao, qui quitta les stalles et vint rejoindre son neveu devant le roi. Comme ils se ressemblaient, Robert et Mao, sous leurs couronnes et leurs manteaux identiques, animés de la même fureur et le sang affluant à leur encolure de taureau, Mao portait elle aussi le long de son flanc de géante guerrière le grand glaive de pair de France à garde d'or. Mère et fils, ils eussent sans doute moins sûrement montré l'évidence de leur parenté. « Ma tante, dit Robert, niez-vous donc que le traité de mariage du noble comte Philippe d'Artois, mon père, me faisait, moi, son premier oir à naître, héritier de l'Artois, et que vous avez profité de mon enfance, quand mon père fut mort, pour me dépouiller. Je nie tout ce que vous dites. Méchant neveu qui me voulait honnir. Niez-vous qu'il y ait eu traité de mariage? Je le nie, hurla Mao. Alors, un vaste murmure de réprobation s'éleva dans l'assistance, et même on entendit distinctement le vieux comte de Bouville, ancien chambellan de Philippe le Bel, pousser un « Oh !» scandalisé. Sans que chacun eût les mêmes raisons que Bouville, curateur au ventre de la reine Clémence lors de la naissance de Jean Ier le posthume, de connaître les capacités de Mao dans le mensonge et son aplomb dans le crime, il était flagrant qu'elle niait l'évidence. Un mariage entre un fils d'Artois, prince à la fleur de lys, et une fille de Bretagne n'avait pu se conclure sans un contrat ratifié par les pairs de l'époque et par le roi. Le duc Jean de Bretagne le disait à ses voisins. Cette fois, Mao passait les bornes. Qu'elle continua, comme elle l'avait fait dans ses deux procès, d'exciper de la vieille coutume d'Artois laquelle jouait en sa faveur par suite du décès prématuré de son frère, soit, mais non de nier qu'il y eut contrat. Elle confirmait tous les soupçons, et d'abord celui d'avoir fait disparaître les pièces. Philippe VI s'adressa à l'évêque d'Amiens. « Monseigneur, veuillez porter jusqu'à nous les saints évangiles et les présenter aux plaignants. » Il prit un temps et ajouta « ainsi qu'à la défendresse. » Et quand ce fut fait, « acceptez-vous l'un comme l'autre, mon cousin, ma cousine, d'assurer vos dires par serment prononcé sur les très saints évangiles de la foi, par devant nous, votre suzerain, et les rois, nos parents, et tous vos pères ici assemblés. » Il était vraiment majestueux, Philippe, en prononçant cela. Et son fils, le jeune prince Jean, âgé de 10 ans, le considérait les yeux écarquillés, le menton un peu pendant avec une admiration éperdue. Mais la reine de France, Jeanne la Boiteuse, avait un mauvais pli cruel de chaque côté de la bouche, et ses doigts tremblaient. La fille de Mao, Jeanne la veuve, l'épouse de Philippe le Long, mince et sèche, était devenue aussi blanche de visage que sa blanche robe de reine douairière. Et blême aussi, la petite fille de Mao, la jeune duchesse de Bourgogne, tout comme le duc Eudes, son époux. On eût dit qu'ils allaient s'élancer pour retenir Mao de jurer. Toutes les têtes se tendaient dans un grand silence. « J'accepte !» dirent d'une même voix Mao et Robert. « Dégantez-vous !» leur dit l'évêque d'Amiens. Mao portait les gants verts, que la chaleur avait également fait déteindre, si bien que les deux mains énormes qui se tendirent au-dessus du Saint-Livre étaient l'une rouge comme le sang et l'autre verte comme le fiel. « Je jure !» prononça Robert,
que la comté d'Artois est mienne, et que je produirai lettres et témoignages qui établiront mes droits et possessions. » « Mon beau neveu, s'écria Mao, osez-vous jurer que telles lettres vous les avez jamais vues ou possédées ?» Yeux gris dans yeux gris, menton carré chargé de graisse, et presque visage contre visage, il se défiait. « Gueuse, pensa Robert, c'est donc bien toi qui les as volées. » Et comme, en de telles circonstances, il faut être déterminé, il répondit clairement « Oui, je le jure ! Mais vous, ma belle tante, osez-vous jurer que telles lettres n'ont point existé et que vous n'en avez jamais eu connaissance ni possession en vos mains? J'en fais serment !» répondit-elle, avec une égale détermination et en regardant Robert avec une égale haine. Aucun d'eux n'avait pu vraiment marquer un point sur l'autre. La balance demeurait immobile avec, dans chaque plateau, le poids du faux serment qu'ils s'étaient obligés mutuellement à prononcer. « Dès demain, commissaires seront nommés pour mener enquête et éclairer ma justice. Qui a menti sera châtié par Dieu. Qui a dit vrai sera établi dans son droit, » dit Philippe, en faisant signe à l'évêque d'emporter l'Évangile. Dieu n'est pas obligé d'intervenir directement pour punir le parjure, et le ciel peut rester muet. Les mauvaises âmes recèlent en elles-mêmes la suffisante semence de leur propre malheur. Deuxième partie, les jeux du diable. Les témoins. Toute jeunette, et pas plus grosse encore que le pouce, une poire pendait hors de l'espalier. Sur le banc de pierre, 3 personnages étaient assis. Le vieux comte de Bouville au centre, qu'on interrogeait, et à sa droite le chevalier de Villebrème, commissaire du roi, et de l'autre côté le notaire Pierre Tesson, qui prenait la déposition par écrit. Le notaire Tesson portait bonnet de clerc sur un énorme crâne en dôme d'où tombaient des cheveux plats. Il avait le nez pointu, le menton exagérément long et effilé, et son profil faisait penser au premier quartier de la lune. « Monseigneur, dit-il avec grand respect, puis-je à présent vous lire votre témoignage ? » ?»« Faites, messire, faites, » répondit Bouville. Et sa main se dirigea tâtonnante vers le petit fruit vert dont il éprouva la dureté. « Le jardinier aurait dû veiller à rattacher la branche, » pensa-t-il. Le notaire se pencha vers l'écritoire posé sur ses genoux et commença. « Le 17e jour du mois de juin de l'an 1329, nous, Pierre de Villebrème, chevalier... » Le roi Philippe VI n'avait pas laissé les choses traîner. 2 jours après l'esclandre d'Amiens et les serments prononcés dans la cathédrale, il avait nommé une commission pour instruire l'affaire. Et moins d'une semaine après le retour de la cour à Paris, l'enquête était déjà commencée. « Et nous, Pierre Tesson, notaire du roi, sommes venus ouïr... »« Maître Tesson, » dit Bouville, « êtes-vous le même Tesson qui se trouvait précédemment attaché à l'hôtel de Monseigneur Robert d'Artois ?»« Le même, monseigneur. »« Et à présent vous voici notaire du roi ? Fort bien, je vous en complimente. » Bouville se redressa un peu, croisa les mains par-dessus son ventre rond. Il était vêtu d'une vieille robe de velours, trop longue et démodée, comme on en portait au temps de Philippe le Bel, et qu'il usait dans son jardin. Il se tournait les pouces 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. La journée serait belle et chaude, mais la matinée gardait encore quelques traces de fraîcheur de la nuit. « Sommes venus ouïr, haut et puissant seigneur le comte Hugues de Bouville, et l'avons entendu en le verger de son hôtel, si ce non loin le Pré-aux-Clercs. »« Comme le voisinage a changé, depuis que mon père a fait construire cette demeure, » dit Bouville. « En ce temps-là, depuis l'abbaye Saint-Germain-des-Prés jusqu'à Saint-André-des-Arts, il n'y avait guère que 3 hôtels, celui de Nesle, sur le bord de la rivière, celui de Navarre, en retrait, et le second séjour des comtes d'Artois qui leur servait de campagne. Car autour, ça n'était encore que prés et champs. Et voyez, à présent, comme tout s'est bâti. Toutes les fortunes neuves ont voulu s'établir de ce côté.
Les chemins sont devenus rues. Jadis, par-dessus mon mur, je ne voyais que des herbages. Et maintenant, par le peu de lumière que mes yeux ont encore, je n'aperçois que des toits. Et le bruit, oh, le bruit qui se fait dans ce quartier, on se croirait tout juste au cœur de la cité. Si j'avais encore un peu d'âge devant moi, je vendrais cette maison et je ferais bâtir ailleurs. Mais en est-il seulement question ? Et sa main s'éleva de nouveau, hésitante, vers la petite poire verte au-dessus de lui. Attendre la maturité d'un fruit, c'était bien tout le temps d'espérance auquel il osait encore prétendre, et le plus long projet qu'il s'autorisa. Il perdait la vue depuis de nombreux mois déjà. Le monde, les êtres, les arbres ne lui apparaissaient plus que comme au travers d'un mur d'eau. On a été actif et important, on a voyagé, siégé aux conseils royaux et participé à de grands événements, et l'on finit dans son jardin, la pensée ralentie et la vue brouillée, seul et presque oublié, sauf lorsque les gens plus jeunes ont à faire appel à vos souvenirs. Maître Pierre Tesson et le chevalier de Villebrème échangèrent un regard de lassitude. Ah, ça n'était pas un témoin aisé que le vieux comte de Bouville, dont le propos s'égarait sans cesse sur des banalités vagues. Or, il était homme trop noble et trop vieux pour qu'on pût le brusquer. Le notaire reprit. « Lequel nous a déclaré de sa voix les choses ci-après écrites, à savoir que lorsqu'il était chambellan de notre sire Philippe le Bel, avant que celui-ci ne devint roi, il eut connaissance du traité de mariage conclu entre feu Monseigneur Philippe d'Artois et Madame Blanche de Bretagne, et qu'il eut le dit traité entre les mains, et qu'au dit traité, il était précisément inscrit que la comté d'Artois irait par droit d'héritage au dit Monseigneur Philippe d'Artois, et après lui accessoire mâle issu du dit mariage. » Bouville agita la main. « Je n'ai point assuré cela. J'ai eu le traité en main, comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai indiqué à Monseigneur d'Artois lui-même, quand il m'est venu visiter l'autre jour, mais je n'ai point souvenance, en toute conscience, de l'avoir lu. » « Et pourquoi, Monseigneur, auriez-vous tenu ce traité devers vous, si ce n'était point pour le lire ?» demanda le sire de Villebrème. « Pour le porter au chancelier de mon maître, afin qu'il le scellât, car le traité fut revêtu, cela je m'en souviens bien, du sceau de tous les pères dont mon maître Philippe le Bel était en tant que premier fils de la couronne. »« Ceci est à noter, Tesson, dit Villebrème. Tous les pères ont apposé leur sceau, sans même avoir lu la pièce. Monseigneur, vous saviez bien que l'héritage d'Artois y était assuré au comte Philippe et à ses oies mâles. »« Je l'ai ouï dire, répondit Bouville, et ne puis rien certifier d'autre. » La manière qu'avait ce jeune Villebrème de lui faire déclarer plus qu'il n'en voulait l'irritait un peu. Il n'était pas né ce garçon, et son père était encore bien loin de l'engendrer quand s'étaient passés les faits sur lesquels il enquêtait. Les voilà bien, ces petits officiers royaux, tout gonflés de leur charge neuve. Un jour, ils se retrouveraient eux aussi vieux et seuls contre l'espalier de leur jardin. Oui, Bouville se souvenait de ces choses inscrites au traité de mariage de Philippe d'Artois. Mais quand en avait-il entendu parler pour la première fois ? Au moment du mariage même, en 1282, ou bien quand le comte Philippe était mort, en 98, de ses blessures reçues à la bataille de Furnes, ou bien encore après que le vieux comte Robert II eût été tué à la bataille de Courtrai, en 1302, ayant survécu de 4 ans à son fils, d'où le procès entre sa fille Mao et son petit-fils Robert III, l'actuel. On demandait à Bouville de fixer un souvenir qui pouvait se placer en un quelconque moment sur une période de plus de 20 ans. Et ce n'était pas seulement le notaire Tesson et ce sire de Villebrème qui était venu lui presser la cervelle, mais Monseigneur Robert d'Artois lui-même, plein de courtoisie et de révérence. Il fallait en convenir, mais tout de même parlant fort, s'agitant beaucoup et écrasant les fleurs du jardin sous ses bottes. « Alors, rectifions de la sorte, » dit le notaire, ayant corrigé son texte. « Et qu'il eut le dit traité entre les mains, mais ne le tint que peu, et aussi se souvient qu'il fut scellé du sceau des 12 pères. Et encore que le comte de Bouville nous a déclaré avoir ouï dire, alors qu'au dit traité était précisément inscrit que la comté d'Artois... » Bouville approuva de la tête. Il aurait préféré qu'on supprimât ce petit « alors », « oui dire alors », que le notaire avait introduit dans sa phrase, mais il était fatigué de lutter. Et un mot a-t-il tellement d'importance ?
irait à ses oirs mâles issus du dit mariage, et encore nous a certifié que le traité fut bien placé au registre de la cour, et encore tient pour vrai qu'il fut soustrait plus tard au dit registre par manœuvre de malice, et sur l'ordre de madame Mao d'Artois. « Je n'ai point dit cela non plus !» fit Bouville. « Vous ne l'avez point dit sous cette forme, monseigneur, » répondit Wilbraham. « Mais cela ressort de votre déposition. Reprenons ce que vous avez certifié. D'abord, que le traité de mariage a existé. Secondement, que vous l'avez vu. Troisièmement, qu'il fut mis au registre, revêtu du sceau des pairs. » Wilbraham échangea un nouveau regard lassé avec le notaire. « Revêtu du sceau des pairs, répéta-t-il pour faire plaisir aux témoins. Vous certifiez encore que ce traité excluait de l'héritage la comtesse Mao et qu'il disparut des registres, de sorte qu'il ne put être produit au procès qu'intenta monseigneur Robert d'Artois à sa tante. Qui pensez-vous donc qu'il ait fait soustraire? Croyez-vous que ce soit le roi Philippe le Bel qui en ait donné l'ordre? » La question était perfide. N'avait-on pas dit bien souvent que Philippe le Bel, pour avantager la belle-mère de ses 2 derniers fils, avait rendu en sa faveur un jugement de complaisance? Bientôt, on irait prétendre que c'était Bouville lui-même qui avait été chargé de faire disparaître les pièces. « Ne mêlez pas, messire, la mémoire du roi le Bel, mon maître, à un acte si vilain, » répondit-il avec dignité. Par-dessus les toits et les frondaisons, les cloches sonnèrent au clocher de Saint-Germain-des-Prés. Bouville pensa que c'était l'heure à laquelle on lui apportait une écuelle de fromage caillé. Son physicien lui avait recommandé d'en prendre 3 fois par jour. « Donc, reprit Wilbraham, il faut bien que le traité ait été enlevé à l'insu du roi. Et qui pouvait avoir intérêt à ce qu'il fût dérobé? Sinon la comtesse Mao. » Le jeune commissaire tapota du bout des doigts la pierre du banc. Il n'était pas mécontent de sa démonstration. « Oh, certes, fit Bouville, Mao est capable de tout. » Sur ce point, sa conviction ne datait pas de la veille. Il savait Mao coupable de 2 crimes, et bien autrement grave qu'un vol de parchemin. Elle avait tué assurément le roi Louis X. Elle avait tué sous ses yeux à lui, Bouville, un enfant de 5 jours, qu'elle pensait être le petit roi posthume. Et toujours pour garder sa comté d'Artois. Vraiment, c'était un souci bien sot que de se faire à son sujet scrupule d'exactitude. Elle avait volé le contrat de mariage de son frère, certainement, ce contrat dont elle avait le front de nier et par serment qu'il eût jamais existé. L'horrible femme. À cause d'elle, le véritable héritier des rois de France grandissait loin de son royaume, dans une petite ville d'Italie, chez un marchand lombard qui le croyait son fils. Allons, il ne fallait pas penser à cela. Bouville avait naguère versé ce secret qu'il était seul à détenir dans l'oreille papale. Ne plus y penser, jamais, de peur d'être tenté d'en parler. Et puis que ces enquêteurs s'en aillent et au plus vite. « Vous avez raison, laissez ce que vous avez écrit, dit-il. Où dois-je signer ?» Le notaire tendit la plume à Bouville. Celui-ci distinguait mal le bord du papier. Son paraphe sortit un peu de la feuille. On l'entendit encore marmonner. « Dieu finira bien par lui faire expier ses fautes, avant de la remettre à la garde du diable. » Un peu de poudre à sécher fut répandue sur sa signature. Le notaire replaça feuille et écritoire dans son sac de cuir noir. Puis les 2 enquêteurs se levèrent pour prendre congé. Bouville les salua de la main sans se lever. Il n'avait pas fait 5 pas qu'il n'était déjà plus pour lui que 2 ombres vagues se dissolvant derrière le mur d'eau. L'ancien chambellan agita une clochette posée à côté de lui pour réclamer son lait caillé. Diverses pensées le tracassaient. Comment son maître vénéré, le roi Philippe le Bel, au rendu de son jugement pour l'Artois, avait-il pu oublier l'acte qu'il avait auparavant ratifié? Comment ne s'était-il pas soucié de la disparition de cette pièce? Ah, les meilleurs rois ne commettent pas seulement de belles actions. Bouville se disait aussi qu'il irait un prochain jour faire visite au banquier Toloméi, afin de s'informer de Guccio Baglioni et de l'enfant, mais sans insister, comme par une politesse de conversation. Le vieux Toloméi ne bougeait presque plus de son lit. C'étaient les jambes chez lui qui étaient prises. La vie s'en va ainsi. Pour l'un, c'est l'oreille qui se ferme, pour l'autre, les yeux qui s'éteignent, ou les membres qui cessent de se mouvoir. On compte le passé en années, mais on n'ose plus penser l'avenir qu'en mois ou en semaines.
Vivrai-je encore quand ce fruit sera mûr, et le pourrai-je cueillir ?» songeait le comte de Bouville en regardant la poire de l'espalier. Messire Pierre de Machaut, seigneur de Montargis, était un homme qui ne pardonnait jamais les injures, même aux morts. Le trépas de ses ennemis ne suffisait pas à apaiser ses ressentiments. Son père, pourvu d'un haut emploi au temps du roi de fer, en avait été destitué par Enguerrand de Marigny, et la fortune de la famille en avait gravement souffert. La chute du tout-puissant Enguerrand avait été pour Pierre de Machaut une revanche personnelle. Le grand jour de sa vie restait celui où, comme écuyer du roi Louis Hutin, il avait conduit Monseigneur de Marigny au gibet. Conduit, c'était manière de dire, accompagné plutôt, et pas au premier rang, mais parmi nombre de dignitaires plus importants que lui. Toutefois, les années passant, ces seigneurs, l'un après l'autre, étaient décédés, ce qui permettait à messire Pierre de Machaut, chaque fois qu'il racontait ce trajet mémorable, de s'avancer d'une place dans la hiérarchie du cortège. D'abord, il s'était contenté d'avoir défié des yeux messire Enguerrand, debout sur sa charrette, et de lui avoir bien prouvé par son visage que quiconque nuisait au Machaut, si élevé fût-il, bientôt en recueillait malheur. Ensuite, le souvenir embellissant les choses, il assurait que Marigny, pendant cette ultime promenade, non seulement l'avait reconnu, mais encore s'était adressé à lui, en disant tristement « Ah, c'est vous, Machaut, vous triomphez à présent, je vous ai nui, je m'en repens. » Aujourd'hui, après 14 ans écoulés, il semblait qu'Enguerrand de Marigny, allant à son supplice, n'ait eu de parole que pour Pierre de Machaut, et de la prison jusqu'à Montfaucon ne lui eût rien scellé de l'état de sa conscience. Petit, les sourcils gris joints au-dessus du nez, la jambe raidie par une mauvaise chute en tournoi, Pierre de Machaut continuait de faire soigneusement graisser des cuirasses qu'il n'endosserait plus jamais. Il était vaniteux autant que rancunier, et Robert d'Artois le savait bien, qui avait pris la peine d'aller le visiter 2 fois pour qu'il lui parlât justement de cette fameuse chevauchée auprès de la charrette de messire Enguerrand. « Eh bien, contez donc tout cela au commissaire du roi qui viendront vous demander témoignage sur mon affaire !» avait dit Robert. « Les avis d'un homme aussi preux que vous l'êtes sont choses d'importance. Vous éclairerez le roi et vous acquerrez grande gratitude de sa part comme de la mienne. Vous a-t-on jamais pensionné pour les services que votre père et vous-même rendit au royaume? Jamais. Quelle injustice! Alors que tant d'intrigants, de bourgeois de parvenus s'étaient fait mettre pendant les derniers règnes sur la liste des dons de la cour, comment avait-on pu oublier un homme d'aussi grande vertu que messire de Machaut? Oubli volontaire à n'en pas douter, et inspiré par la comtesse Mao, qui avait toujours eu partie liée avec Enguerrand de Marigny. Robert d'Artois veillerait personnellement à ce que cette iniquité fût réparée. Si bien que lorsque le chevalier de Villebrème, toujours flanqué du notaire Tesson, se présenta chez l'ancien écuyer, celui-ci ne mit pas moins de zèle à répondre aux questions que le commissaire allait poser. L'interrogatoire eut lieu dans un jardin voisin, comme c'était l'usage de justice. Les dépositions devant être faites en lieu ouvert et à l'air libre. À entendre Pierre de Machaut, on eût cru que l'exécution de Marigny s'était passée l'avant-veille. « Ainsi, disait Villebrème, vous étiez, messire, devant la charrette, quand le sire Enguerrand en fut descendu auprès du gibet. »« Je suis monté dans la charrette, répondit Machaut, et d'ordre du roi Louis X, je demandai au condamné de quelle faute de gouvernement il voulait s'accuser avant de comparaître devant Dieu. » En réalité, c'était Thomas de Marfontaine qui avait été chargé de cet office. Mais Thomas de Marfontaine était mort depuis longtemps. Et Marigny continua de se donner pour innocent de toutes les fautes qui lui avaient été reprochées pendant son procès. Il reconnut néanmoins, ce sont ses propres paroles, où l'on retrouve bien sa fourberie, avoir pour des causes justes accompli des actions injustes. Alors je lui demandai quelles étaient ces actions, et il m'en cita plusieurs, comme d'avoir destitué mon père, le sire de Montargis, et aussi d'avoir soustrait aux registres royaux le traité de mariage du feu comte d'Artois, afin de servir l'intérêt de madame Mao et de ses filles, les Bru du roi. Ah, c'est donc lui qui fit accomplir ce retrait. Il s'en est accusé, s'écria Villebrème. Voilà qui est important. Notez, Tesson, notez.
Le notaire n'avait pas besoin de cet encouragement et grattait son papier avec entrain. Le bon témoin que ce sire de Machaut. « Et savez-vous, messire, demanda Tesson, prenant à son tour la parole, si le sire Enguerrand fut payé pour cette forfaiture ?» Machaut eut une légère hésitation et ses sourcils gris se froncèrent. Certes, il le fut, répondit-il, car je lui demandai encore s'il était vrai qu'il eût reçu, comme on le disait, 40 000 livres de Madame Mao pour lui faire gagner son procès devant le roi, et Enguerrand baissa la tête en signe d'assentiment et de grande honte, et il me répondit « Messire de Machaut, priez Dieu pour moi », ce qui était bien un aveu. Et Pierre de Machaut croisa les bras d'un air de mépris triomphant. « À présent, tout est bien clair, » dit Wilbraham avec satisfaction. Le notaire transcrivait les derniers points de la déposition. « Avez-vous entendu déjà beaucoup de témoins » demanda l'ancien écuyer. « 14, messire, et il nous en reste le double à entendre, » fit Wilbraham. « Mais nous sommes 8 commissaires et 2 notaires à nous partager la besogne.